Bonne dégustation. Les deux mains sur la table, un podcast en immersion avec Fred Ricou. Une série de reportages au cœur des cuisines qui inventent la gastronomie de demain. Pour cet épisode, je vous emmène à Beaugneux, dans le Luberon, où j'ai rencontré l'année dernière le chef Julien Ayano. Une rencontre qui m'a enthousiasmé dans l'énergie qu'il déploie pour construire autour de son restaurant un véritable écosystème gourmand et remarquable. Et ce jour-là, tout partait d'un champ d'asperges. Vous aimez bien voir les asperges? Allez. Là, il fait beau, hein. Très beau. Alors par contre, vous marchez bien au bord dans l'herbe. Ah oui, Oui. Ouais, parce que voilà, c'est la campagne et il y a de la gadoue. Ah oui, c'est très bien. Voilà le champ d'asperges. Donc tout ce qui est buté, c'est pour faire de la blanche et de la violette. Parce que du coup, et tout ce qui n'est pas buté, vous avez deux raies en bord là qui sont vertes. Asperges vertes. Ce sont les asperges vertes. Parce qu'en fait, nos asperges à nous, elles commencent blanches. Dès qu'elles voient le soleil, elles sont violettes. Et si elles voient trop le soleil, elles sont vertes. ce sont les mêmes ? Ce sont les mêmes. Voilà. Après, vous avez des asperges qui ne font que des vertes, mais pas les nôtres. Les nôtres, elles font tout. Ça nous permet d'avoir un échantillonnage pour notre petite production qui est plus sympa et qui peut correspondre à tout le monde. Et justement, en parlant de tout le monde, bonjour Julien Ayano. Bonjour, bonjour. Donc on est ensemble aujourd'hui avec vous ici. On démarre effectivement ce reportage. On est chez votre producteur d'asperges aussi, parce que c'est une production familiale. Exactement. Pourquoi ici en fait Pourquoi vous avez dit tiens on va démarrer par ici ? Eh ben, alors, il faut savoir que, pour la petite histoire, Mariette, c'est une des toutes premières productrices que j'ai contactées quand je suis arrivé à Beaugneux, sur les conseils de Jean-Michel, hein, donc Jean-Michel Pagès, qui était le propriétaire du restaurant, qui lui m'a dit il faut que tu ailles voir, Mariette en bas sur la plaine de Beaugneux. Ils font des asperges incroyables, donc du coup, on a commencé tout de suite à prendre contact dès le mois de février, je pense. Et puis voilà, moi je suis super content de valoriser un territoire, des producteurs, et je pense que tout le monde y est gagnant. On va aller voir les asperges ? Allez. Là il est en train de c'est rigolo, il est en train de les Les cueillir avec la gouge là. C'est quoi une gouge ? Et c'est ce qui permet d'aller cueillir l'asperge. Et ça c'est un vrai job. C'est pas si facile parce qu'il faut pas la casser. Pour l'avoir déjà fait, c'est pas si facile. On va faire Ouais, attention. Mariette, t'embête pas. Hein. Vous voyez, hop, Là le pointe. elle pointe, donc on rentre la gouge ici et on va la casser à la matte pour que l'asperge sorte. Ça veut dire quoi la casser à la matte ? La matte, c'est la partie de l'asperge qui reste en terre toute l'année, C'est un peu boisé. et qui va faire des asperges toute la saison. Après, on la laisse au repos et l'année d'après, elle recommence. Donc là, le but, c'est de récupérer les asperges avant qu'elles ne soient trop sorties, puisque là, on les veut blanches ou violettes. Vous faites combien d'asperges par année ? En kilos? En kilos, bien Ça, je sûr. ne peux pas vous dire. Hein. Je sais pas. On a une demi-hectare, on fait pas énormément non plus. Mais ce n'est pas notre but. Notre but, c'est de pouvoir vendre à la ferme, de valoriser notre produit et de faire travailler les gens à côté pour que justement on puisse parler du terroir. Voilà. On n'a pas une grosse production, nous. Quand Julien Ayano vient vous voir, vous dites tiens, il y a peut-être que. Enfin, je veux dire, c'est. Même s'il est recommandé, je veux dire, vous faites confiance, il y a un respect mutuel qui s'installe. Est-ce que vous choisissez les chefs avec qui vous travaillez ou Non, mais pour être allé manger chez Julien, il n'y a aucun problème. On se dit que s'il y en a un qui veut bien mettre en valeur le produit, c'est lui. Il y en a d'autres, et tant mieux, parce que tout le monde joue le jeu et que c'est ça un peu le pays, quoi. vous travaillez avec plusieurs chefs ? Oui, on travaille avec plusieurs chefs. Et Julien, il y a quelque chose de particulier avec lui ? Julien, c'est un de nos plus fidèles. Il vient toutes les semaines, on est bien contents. Et puis, oui, c'est Beaugneux, ça nous fait plaisir. Vous venez vous ramasser des asperges, Julien ? Non, pour être honnête, je suis satellisé. je suis satellisé et il y a suffisamment de travail en cuisine pour chacun son métier. Moi, je leur fais confiance. Je suis en contact permanent avec Virgile. C'est 2 approvisionnements par semaine. Encore ce matin. Virgile, c'est le fils de Mariette, c'est ça ? Exactement. C'est lui qui s'occupe des asperges. Et encore ce matin, j'ai récupéré 5 kilos de blanches, 5 kilos de vertes, 2 kilos de fraises. Enfin voilà, donc on est en lien en permanence. On a fait de l'ail là aussi, parce qu'ils font un peu d'ail nouveau. Enfin voilà, moi je suis sensible au territoire et je pense que notre rôle à nous, chefs de cuisine, c'est de le valoriser et de mettre en avant tous nos producteurs. Je demandais à Mariette une question sur les relations de confiance. Comment on fait confiance à un producteur ? Uniquement parce qu'il a des beaux produits ?
Non, mais vous savez, c'est de l'humain avant tout. Moi, ce que je dis, c'est et autant de leur côté aussi, parce que quand il y a un mec qui arrive, qui est pas trop de la région et qui arrive un matin de février en disant moi je vais travailler vos produits, ils disent bon ok, on va voir comment ça se passe, on va venir une fois et puis parce que la confiance ça se gagne. Oui. Et ça se gagne comment? En étant fidèle et puis en les payant rubis sur ongle et de pas avoir de retard. Je pense que c'est comme ça que ça se gagne. On va voir les fraises aussi. On va voir les fraises. Beaucoup de simplicité aussi. On se prend pas la tête quoi. Ça veut dire quoi, on se prend pas la tête? Ça veut dire on reste comme on est. On a beau être chef de cuisine, tout ce qu'on veut. Il y a des aléas. Il faut être aussi, comment dirais-je, compréhensif. Des fois il y en a, des fois il y en a pas. Notre rôle à nous, c'est d'être le plus en phase avec tout ça, tout simplement. Puis on est surtout de la fourche à la fourchette. Et ça c'est hyper important. On ne triche pas. Voilà, c'est cueilli. Ça a été cueilli ce matin. Ce que vous allez avoir dans l'assiette au déjeuner, ça a été cueilli ce matin ou hier. Donc il n'y a rien de mieux que ça. Allez, moi je suis Mariette. Ah oui, on marche sur des planches. Ah ouais, c'est ça, pour éviter de marcher dans la terre, on marche sur les planches. Très bien. Ah oui, vous avez... Voilà donc notre serre de fraises, et donc on a fait des fraises parce que effectivement avec l'asperge, la fraise, c'est le premier fruit qui arrive et ça va ensemble. Et vu que nous on a un stand à la maison, on s'est dit les gens ils viennent pour des asperges, ils vont aussi venir pour des fraises. Et puis du coup ça sert tout le monde parce que Julien il s'est dit mais moi aussi je veux des fraises. Et en plus je crois qu'elles sont bonnes nos fraises. Elles sont super bonnes. Vous avez plusieurs variétés? Puis c'est de Oui. la fraise de pleine terre, quoi. On a eu deux variétés, là on a les Magnum, mais elles sont en fin de production. Et là on a de la Dream qui est très tendance cette année. Super bonne. Elle a moins de rendement que la Cléry, mais elle a plus de goût quoi. J'en achète sur mon marché de la Dream. Voilà. Ouais, pour moi c'est la meilleure, vraiment. On est passé hier, nous on passe tous les 2 jours. Vous voyez, il y en a plein de vertes. Mais je crois que tu voulais travailler la verte, toi, Ouais, hein? on a fait un peu de verte également. On a fait un peu de verte qu'on fait en impression d'huile d'olive pour aller avec un petit intermède potager. Ça veut dire quoi en impression d'huile d'olive? C'est-à-dire on les va laisse... la cuire, Ouais. on va la cuire, mais c'est une cuisson par imprégnation. Donc en fait, on a une cuisson, on atteint une température d'ébullition dès 6 degrés. Donc ce qui va permettre de cuire le produit, mais sans le dénaturer. Et avec de la verte. La verte, on est uniquement dans l'acidité, non? Alors, pas que, parce qu'elle a aussi... on retrouve le goût de la fraise, mais sans la sucrosité. Allez, on va faire attention à surtout pas marcher sur les fraises. Attention, parce que là, ils ont décidé de pousser après. Ben oui, c'est ça, là, elles sont dedans. Ils ont décidé de pousser à côté. J'essaie de vous en faire manger une. Ah, avec plaisir. Qui soit mûre. elles sont bonnes. C'est Julien. Elles sont bonnes. Voilà. Ah, c'est agréable. Ça fait combien de temps que vous êtes installé ici, vous, Alors, Mariette, On va et parler que pour vous... Virgile, parce qu'en fait, Virgile, notre fils, s'est Oui. installé l'an dernier en tant que jeune agriculteur. D'accord. Et donc, nous lui avons remis une partie de notre production, une partie de nos terres, pour qu'il puisse s'installer à son compte avec sa propre exploitation. Et donc, c'est lui qui a décidé de faire les fraises pour valoriser justement ses asperges, parce que comme il fait des petits marchés, à y être, autant avoir plusieurs produits. Et effectivement, c'est une bonne idée, parce qu'on n'a pas une grosse production, mais pour faire ce qu'on fait, ça nous convient tout à fait. Ça lui convient tout à fait. Et là, on est sur 3 mois à peu près. Qu'est-ce qui se passe le reste du temps de l'année? L'asperge, on est sur un petit 2 mois. Et sur la fraise, on va voir, c'est la première année, donc on va voir jusqu'où on peut aller, mais on va faire tirer le plus longtemps possible. Tant qu'il y a des fraises, on vend, quoi. Et le reste de l'année? Alors Virgile, lui, après, a des vignes. Donc il est coopérateur à la cave de Beaugneux, il a des vignes de cuve. Et puis cet été, il va faire des oignons, il va faire peut-être des tomates, il va faire des butternuts. Enfin, il va essayer de faire d'autres produits pour essayer de les valoriser au mieux, pour voir un peu ce qui lui plaît, parce que ça fait qu'un an qu'il est installé. Donc voilà, quoi. Et Julien, vous allez le suivre effectivement sur tout ce qu'il fait, sur tous ses produits? Bien sûr, notre rôle aussi, c'est pas de prendre que le meilleur, c'est aussi de prendre l'intégralité des productions, et notamment sur l'année en fait, puisque ils ont la même problématique que nous. Autant nous, on est très saisonniers également en tant que restaurateur, mais j'ai la volonté de garder mon établissement ouvert à l'année. Et du coup, si on n'a pas de producteurs autour, on ne peut pas travailler. Donc je pense que c'est un ensemble vertueux. Et on a nous, en tant que cuisiniers, on a la mission de continuer à valoriser tout ça.
Donc là, dans le menu, il y a des asperges et des fraises. Exactement. On y va justement ? Allez, on y va. C'est parti. Ça fait 1 an que vous êtes installé, Julien. Là, on vient de rentrer, effectivement. On était allé voir les asperges et les fraises. On a démarré le reportage par là, parce que c'est extrêmement important pour vous, hein, effectivement, ce rapport à la fois à la terre et aux producteurs. Exactement. Vous me racontez un petit peu l'histoire du lieu. Donc vous travailliez, le restaurant d'avant, c'était le Clair de la Plume, c'est ça, à Grignan. Exactement. Juste avant, effectivement, vous étiez à la Mirande, où vous avez gardé l'étoile en étant un jeune chef. C'est-à-dire que vous êtes arrivé, vous avez remplacé un chef, il y a une étoile, vous l'avez gardé. Exactement. Très jeune, 24 ans, je crois. Exactement. C'est ça, hein ? Exactement. Et là, aujourd'hui, vous êtes chez vous, en fait. Exactement, on est chez moi, à Beaugneux. Un superbe écrin où on a été admirablement bien accueillis par les villageois, par les gens en général, en fait, les producteurs qui nous ont réservé un superbe accueil et ils nous le rendent bien, puisque le restaurant fonctionne très bien, on a de l'attente sur les réservations et c'est tout ce qu'un restaurateur demande pour faire vivre son restaurant et ses collaborateurs, c'est simplement une activité constante. Vous me faites visiter ? Allez, on y va. Allez, là, on est passé de la terrasse à la salle, on va dire. Ouais, en fait, c'est le cœur de la cuisine, puisque c'est le cœur de la maison, j'ai envie de dire. Parce que le restaurant, d'abord, j'aime pas trop le mot restaurant, parce que c'est une maison de cuisine. Et pourquoi c'est une maison de cuisine ? Parce que elle est ouverte, tout est hyper transparent, on dresse tout devant les clients. Les gens nous laissent cuisiner en toute confiance, puisqu'ils ne connaissent pas le détail du menu. C'est une certaine, j'appelle ça aussi une auberge contemporaine. À l'époque, les auberges, qu'est-ce que c'était ? On frappait à la porte. C'était des lieux de passage, quoi. Exactement. Ouais. Et ensuite, ils se mettaient à table et ils découvraient ce qui avait été mijoté dans la journée. Mais c'est un peu le même principe. Puisque les gens ne savent pas, ils s'installent et on prend simplement des contraintes alimentaires ou autres et on s'adapte en fonction. Mais ils découvrent au fur et à mesure le propos et l'histoire qu'on a envie de leur raconter. Venez, on se balade un petit peu. Moi, j'ai envie de tout connaître ici. Donc ici, effectivement, là, on a la table du chef. Et donc, c'est le comptoir qui peut accueillir de 2 à 4 couverts. Où là, effectivement, on est en contact direct, puisqu'on a les yeux à même le comptoir. Donc, on voit tout ce qui s'y passe. D'ailleurs, là, on voit Gabi qui est en train de mettre en place le pass. Donc là, voilà, ça, c'est notre palette de couleurs et de saveurs qu'on vient mettre au dernier moment dans les assiettes. Donc là, c'est ultra grêle aussi pour les clients. On voit qu'il y a plein d'herbes fraîches, on voit qu'il y a des condiments, on voit qu'il y a des épices. On s'installe ici, même quand on s'installe ailleurs, mais on s'installe, je veux dire, à cette place précise. On a tout déjà sur vos gestes et sur les couleurs qui vont vous servir à faire votre cuisine. Exactement, ça, ce sont nos touches d'assaisonnement qui vont venir ponctuer l'intégralité de nos assiettes. Et comme vous le soulignez, tous les clients sont obligés de passer et de voir le comptoir. Parce que l'accès principal et tout le flux client passe obligatoirement devant la cuisine ouverte. Donc ça nous laisse l'opportunité de saluer chacun des clients avec l'intégralité de l'équipe, puisque j'ai quand même un équipage de 13 personnes chez Jus Maison de Cuisine qui œuvrent au quotidien pour donner le meilleur. Pour le client, tout simplement. Comment est-ce qu'on communique avec ses clients ? Parce que là, effectivement, les clients voient directement ce que vous faites avec toutes ces petites herbes, toutes ces petites choses, et j'imagine que vous leur parlez au fur et à mesure, parce que c'est sur votre poste, vous ici. Exactement. Donc, en fait, notre rôle, c'est simplement de présenter le propos culinaire, de raconter l'histoire du plat, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager le fruit de ma réflexion, c'est pourquoi ce plat-là, à cet instant T et pas un autre. Donc on a un lien direct, puisque c'est moi-même ou les équipes qui racontons le plat à même la cuisine. Et là, on a un lien direct. On a, c'est hyper transparent. Ils nous voient avec les casseroles, ils voient notre méthode de travail, ils voient le travail de l'équipe au complet. Ça génère une ambiance toute particulière. Oui, c'est ça, c'est très agréable. On va continuer. Ah bah tiens, je vois les fraises là, voilà, elles sont là. Là. Elles sont magnifiques ces fraises. Ah ben c'est top. Et là, j'ai été les chercher ce matin, donc un peu avant qu'on fasse le reportage. À 8h30, j'ai été chez Virgile et Mariette et
Et voilà, donc on a de super produits. Et là, on voit bien la maturité du produit, quoi. C'est évident. Vous me disiez tout à l'heure qu'effectivement, vous écrivez dans le menu aussi la liste des producteurs. Oui, c'est hyper important. Chez nous, en fait, quand on ouvre donc on a une carte digitale. Et en fait, si vous regardez, donc on explique un petit peu notre travail sur les premières slides. Et ensuite, une fois le temps de l'apéritif et les vins au verre, on débute avec nos producteurs. Donc les gens ne savent pas encore le type de menu qu'ils peuvent découvrir chez nous, mais ils ont déjà le listing des producteurs. Donc, vous voyez, asperges vertes et blanches, famille Bourg. Voilà, On y était. C'est hyper transparent. On a des producteurs incroyables, même un tofu qui est fabriqué à côté. On a nos farines dont on fait le pain parce qu'on fabrique Les farines sont au moulin de Daudet, voilà, en plus aussi tout de la côté symbolique du moulin, quoi. Donc on a, voilà, vous voyez, agneau et pintade, la roque d'Enterron, les pigeons. Enfin, vraiment, on est au plus proche de nos produits et de nos producteurs. Vous avez senti, vous, effectivement, que les clients sont en demande de ça, justement, depuis quelques années, peut-être qu'avant ils demandaient moins, mais aujourd'hui, effectivement, veulent savoir comment vous travaillez, la manière dont vous travaillez, avec qui vous travaillez. En fait, moi, si vous voulez, je travaille de cette manière-là depuis une dizaine d'années, où j'ai pris conscience qu'il y avait des choix à faire, et notamment des choix forts. Il y a une dizaine d'années, un restaurant gastronomique, s'il ne proposait pas de la sole, du homard et du caviar, c'était pas un restaurant gastronomique. Et pour moi, c'était un peu un non-sens à l'époque de faire cette cuisine-là avec ces produits-là. Un exercice obligé, quoi, un peu, quoi. Ouais, c'était un peu, effectivement, la figure de style imposée. C'est un peu comme au patinage artistique. Il y a des figures de style imposé, alors que j'avais envie, moi, d'un peu plus de liberté et surtout de démontrer que tous les produits étaient nobles et pas seulement le homard et le caviar. Parce qu'il y a une recherche d'authenticité et de transparence au niveau du produit qui est juste présente. On va embêter un petit peu les petites mains, là. On peut rentrer dans la cuisine ? On peut y aller. Bonjour. Ben là, on a les jus qui mijotent. On a un jus de volaille. Là, on a le jus d'agneau. Enfin, voilà, c'est une vraie cuisine. On a la chorba qui est en train de cuire. Vous découvrirez pourquoi. Là, vous avez Baptiste ici qui est sous-chef de cuisine à la maison. Bonjour Baptiste, bonjour. Ça va bien ? Très bien, et vous ? Comment on est le sous-chef de Julien Ayano ? En mangeant chez lui, avant tout d'abord, en goûtant sa cuisine et en tombant amoureux de sa cuisine, quoi. Voilà, Oui. tout simplement. Comment vous, la façon dont vous travaillez correspond avec la sienne ? On est complémentaires, je sais pas. C'est de la complémentarité, c'est de la... Comment dire, ça se voit pas. Ça se ressent, on va dire. Ça se ressent, c'est ça, c'est une cuisine de sentiments. Hein. Exactement, voilà, Oui. tout à fait. De toute façon, vous m'avez dit, c'est vraiment en tombant amoureux de sa cuisine que vous avez voulu travailler avec lui. C'était un voyage. On va parler effectivement avec Julien là, tout le long du reportage d'éco-responsabilité. Vous, c'est des thèmes qui vous touchaient à la base ? Oui, bien sûr. C'est très important pour moi, pour tout le monde, je pense. Il faut travailler avec des produits locaux. Faut faire travailler les agriculteurs. Faut faire, c'est des thèmes qui nous touchent tout le monde, qui touchent. Et je pense que c'est très important pour nous tous. C'est ce qu'on appelait du bon sens avant ? C'est exactement ça. Alors, Baptiste ne le dit pas, mais il est ardéchois. Ouais. Il est ardéchois et sa famille était dans la terre, donc il y est d'autant plus sensible à toute cette approche-là. Quand on se revendique chef éco-responsable, travailler le chocolat, on essaie de trouver au mieux, je veux dire. Exactement, donc nous on travaille avec un petit faiseur de chocolat qui s'appelle Choco, et eux ne travaillent pas, ils travaillent sur des cépages. Avec des crus, c'est pas des crus mais c'est vraiment du parcellaire, et surtout le chocolat est transformé sur le site où il est cultivé, et ça c'est suffisamment rare pour être souligné parce que très souvent les personnes sur place produisent le produit et n'envoient jamais la finalité, alors qu'ici ils envoient la finalité. C'est vachement important pour moi. On va sortir, je crois que vous avez une magnifique cave qui est une cave à fromage, c'est ça ? Exactement, on va y aller de ce pas. Allez, montrez-moi ça.
C'est magnifique. En plus, là, on est on se croirait dans une cave, j'allais dire troglodyte, mais pas du tout. on se croirait dans une. C'était quoi ici avant? Vous connaissez un peu l'histoire du lieu? L'histoire est très complexe parce qu'il faut imaginer que ça remonte au XIIIe siècle. C'est une maison du XIIIe siècle. Pour la partie la plus ancienne de la maison, notamment cette partie-là et la cave. Donc effectivement, on est dans un côté très voûté. Avec de la pierre bien entendu, mais vous dire exactement ce qu'il y a eu auparavant, c'est impossible, c'est intraçable. Ah voilà, on arrive vers la cave. Là on passe, au milieu il y a plein de bouteilles partout, il y a une très jolie cave, effectivement une cave à vin. Et là en fait, vous faites passer les clients par ici, hein? Exactement, on fait vivre l'expérience fromagère. Ah oui, alors là je suis... Ah ouais, c'est magnifique. Là, par contre, là, quand je parlais de cave troglodyte juste avant, là, on est dans une vraie cave. Là, c'est immense. Là, effectivement, on est dans l'antre de la roche bognolaise, puisque cette cave a été creusée à même la roche. On voit bien les sillons qui ont été faits par les outils. Il faut savoir que c'est l'élément déclencheur. Sur place, oui, c'est ça. Exactement. Oui, j'imagine qu'en fait, je vous imagine très bien, on fait la visite, bon, c'est un restaurant, ok, il y a du bel espace, etc. Et puis là, on tombe sur cette caverne qui est, allez, il y a quoi? Il y a 5 mètres de haut. Il y a même plus que ça. Le point culminant, il a plus de 10 mètres là-haut. Là. Il y a 10 mètres de haut, et là, vous dites, ok, je prends. Ah, mais c'est sûr, ça s'est passé exactement comme ça. L'étonnement que vous avez eu en rentrant était j'ai eu le même. Et effectivement, alors elle n'était pas dans ce jus-là, c'était un peu plus, plus brut, puisque les anciens propriétaires s'en servaient un petit peu de zone de débarras et de stockage. Moi, tout de suite, je me suis projeté en me disant, il faut que le client visite cet endroit-là, parce que c'est une vraie richesse. Plus-value. C'est une vraie plus-value pour ce lieu. Et j'ai tout de suite imaginé l'expérience fromagère avec la table telle que vous la voyez aujourd'hui. Voilà, tout de suite, je me suis projeté. Je veux dire, les luminaires qui illuminent la cave sont ceux de l'ancien restaurant qui était dans la salle. Autant je les trouvais honnêtement pas hyper beaux dans la salle de restaurant. Je me voyais pas du tout dans cet environnement-là. Là, ils se font très bien ici, en fait. C'est incroyable. On dirait qu'ils ont toujours été là. Non, voilà, quelquefois, il faut avoir la sagesse de se dire comment je peux aussi utiliser les ressources qui me sont données, non pas par économie, mais par respect de ce qui a été fait auparavant. Oui, bien sûr. Et donc là, il y a une belle cave à fromage avec, je vois, il y a aussi 3-4 miels. Et donc, qu'est-ce que c'est ces fromages? Donc, j'imagine que c'est des fromages tout locaux. Ah non, ça, je vois qu'il y a de l'époisse, je vois qu'il y a du langre. Exactement, non, on va un peu plus loin. Moi, ce qui m'intéresse sur la partie fromagère, d'abord, je trouve que dans les restaurants, il y a de moins en moins de plateaux de fromage, de sections fromagères de proposer. C'est toujours un vaste débat entre l'humilité du cuisinier de dire on ne travaille pas le fromage et celui de se dire on va le travailler. Moi, je laisse le choix au client, soit un petit fromage cuisiné, soit l'appréciation de l'expérience fromagère. Donc, on va travailler avec Romain Dumont, qui est Luca Nestéou à Vaison-la-Romaine, qui lui nous propose une sélection de fromages prêts à consommer, parce qu'on n'affine pas chez nous. Nous, on apprécie la sélection que nous fait Romain, et on va chercher dans toutes les régions de France, en tout cas, tous les fromages que j'ai dans ma cave sont les fromages que j'aime et que j'adore. Vous êtes d'où, vous? Moi, je suis natif d'Avignon. Donc pas très loin, quoi. Hein. Non, je peux pas dire que je suis un enfant du pays, mais je suis pas de bien loin non plus. Alors voilà, je viens de m'installer à la table du chef. La table du chef ici, c'est un comptoir en fait. On voit le chef et toute son équipe qui travaille et le chef nous apporte des plats au fur et à mesure et c'est lui qui va faire la présentation. Ah bah tiens justement, je vois qu'il arrive avec les premiers plats. Donc ici, on va débuter avec les grignotages. C'est un petit pique-nique de printemps. Donc le pique-nique de printemps, on a récupéré tous les codes, à savoir les chips, l'œuf dur, la mayonnaise, la petite quiche et le sandwich. Donc ici, on va démarrer avec la chips de riz soufflé, œuf dur, mayonnaise, ponzu, la quiche aux herbes et ici le sandwich jambon beurre. Donc cornichon comté. Ensuite, une petite dégustation d'huile d'olive. Donc l'huile d'olive de la récolte des Amis, on est à Beaugneux. C'est un fruité noir, monovariété à glando. À découvrir ici avec la focaccia maison.
Donc à noter que tous nos pains sont pétris, façonnés et cuits à chaque service par nos soins. Et que nous utilisons les céréales anciennes du mas de Daudet à Fontvieille. Et comme tout bon pique-nique, tout se mange avec les doigts, ici la petite serviette. Donc ici je vais vous inviter à faire un petit voyage de l'autre côté de la Méditerranée. On va aller sur la terre de mes aînés, sur les côtes algériennes, avec le petit nid croquant, crème de carantica et une petite salade de pois chiches aux douces épices. Les 12 épices qui vont amener juste un petit peu de parfum, absolument pas de chaleur, à déguster en une seule bouchée de préférence. La carantica, c'est un gratin qui est réalisé à base de farine de pois chiches. Moi, ma grand-mère, elle me le faisait entre 2 tranches de pain et de la harissa et on mangeait ça au petit déjeuner. Ensuite, vous allez découvrir le jardin suspendu. Donc ça, c'est la royale qui est faite avec la chorba. Donc la chorba, c'est le potage traditionnel algérien. Ici, 100% végétal. Et ensuite, le consommé. À bord directement au bol et celui-ci est parlé d'une petite huile d'herbe et huile de harissa. À bord directement au bol. Très bon voyage. Ici donc on a la truite Ikejime de l'île sur la Sorgue. Donc de la pisciculture meillère, travaillée en 4 paliers. Le premier palier donc c'est la maturation au sel. Suite à cette maturation vient le temps du séchage, 24 heures durant. Et après le séchage vient le temps du fumage. Donc pour la petite histoire, on l'a fait fumer avec le bois d'usinage de l'intégralité de notre mobilier qui est en noyer. Un passage à la flamme sur une seule face uniquement et la petite sauce à manger. Le tout à apprécier avec notre pain de partage maison ainsi que notre beurre. Donc pour le beurre, on reçoit la crème directement d'Ardèche. Et quotidiennement, on vient barater cette crème pour fabriquer notre beurre dans lequel nous rajoutons de l'épeautre grillée et torréfiée. À tartiner généreusement sur votre pain. Donc ici, la transhumance sur la route des épices, avec l'agneau de Christiane Alazard, donc qui est productrice à la Roque d'Enterron. Donc elle élève cet agneau en bio, on le reçoit entier. Et on a cuisiné pour vous ce midi, donc ici le dos d'agneau, avec une cuisson rosée, le gigot, qui est préparé à la façon d'une caillette. Et ensuite, en habit de verre, on a l'épaule qui est confite, effilochée, citron confit, olive noire et harissa. Avec un jus qui est lié infusé d'un caramel d'épices, ainsi qu'un petit pain à la semoule qui est lui teinté d'un petit peu de fleur d'oranger. Bon là, c'est un petit souvenir donc, de la grand-mère du chef, c'est le créponnet de Mamie Michou. Donc c'est un souvenir qu'elle lui a toujours raconté quand le chef était petit, d'un créponnet qui était servi dans les rues d'Alger. Donc en fait un camion arrivait en bas des rues et les enfants descendaient avec une pièce de monnaie et un verre. Et en fonction de la grosseur de la pièce, ils avaient plus ou moins de créponnet. Donc le créponnet, c'est un sorbet au citron qu'aujourd'hui on est venu travailler avec une infusion au persil, gel de persil, huile de piment et râpé de citron noir d'Iran. Bonne découverte! Merci pour ce repas, Julien Ayeno, c'est magnifique. On entendait des gens effectivement à l'arrière quand je déjeunais. Il y a des gens qui parlent de souvenirs. Vous travaillez énormément sur les souvenirs. Beaucoup de chefs fonctionnent de cette manière. Mais vous, effectivement, c'est très présent dans votre cuisine. Oui, c'est la volonté. En fait, c'est ma cuisine de cœur. Et c'est mon histoire que j'essaye de raconter au travers mes souvenirs. Donc, c'est intimement personnel et effectivement, je joue avec ça parce que c'est juste moi en fait. Je triche pas, je donne, je me livre, voilà, je me livre à cœur ouvert. Au-dessus de vous, quand vous cuisinez, il y a un portrait. Je crois que c'est le portrait de votre papa. Pourquoi c'est important qu'il soit là, lui ? Mon père est décédé, j'avais l'âge de 3 ans, et le portrait qui nous regarde avec son regard bienveillant, je l'ai toujours eu en face de mon lit. Et je pense que quelque part, ça a noué des liens très forts avec ce métier. Ma grand-mère et ma maman ont cultivé son souvenir au travers ses souvenirs, au travers la cuisine notamment. Et même si à l'origine je m'orientais vers un métier de garde forestier, puisque j'ai une grande approche avec la nature, et c'est aujourd'hui ce qui explique aussi cette volonté de mettre en avant le territoire, de mettre en image, on va dire en plat, les paysages du Luberon. Tout ça fait que je fais de la cuisine, quoi, tout simplement, et il m'accompagne, il pose son regard bienveillant sur l'ensemble de la maison et l'ensemble des projets. Donc voilà, c'est une belle histoire.
On va se balader un petit peu dans Beaunieu. Je crois qu'il y a 2-3 lieux que vous voulez me montrer, c'est ça? Exactement, donc on va débuter avec le petit dernier né ici, donc c'est Jus Épicerie. Donc on va retrouver tous nos produits gourmets et gourmands que l'on retrouvera soit sur Jus Maison de Cuisine ou alors dans les petites adresses dont on va parler tout à l'heure. Oui, avec plaisir. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi tous ces produits? Donc ici on est resté dans l'esprit. Avec des produits sourcés de manière locale, avec des huiles, des vinaigres, des condiments, quelques produits aussi, des pâtes notamment, qui vont accompagner ici les sauces de la manufacture, etc. À Sols. Alors pourquoi ici ces produits, etc. J'ai fait un partenariat pour l'ouverture du bistrot de Goût Bistrot où ce sont donc les produits sauces et condiments, huile et vinaigre de l'artisan, donc de la manufacture, etc. qui va sublimer notre cuisine. On retrouve ici la crème de parmesan au citron de menton, une magnifique sauce barbecue, une sauce tartare, un pesto de noix. Et tous ces produits sont réalisés à la manufacture de Sols-sur-Rhône. Donc on est au nord de Montélimar. La plupart sont en bio. Et je fais un clin d'œil à Richard et Marina, qui sont les propriétaires de cette magnifique manufacture. Et au-delà d'être des propriétaires, Marina qui cuisine ces produits. Parce c'est elle qui est à l'origine de toute cette petite merveille. Il y a des produits que vous avez créés dans la marque? Oui, on a co-créé certains produits. Donc il y en a un notamment qui est à mon nom, c'est le caramel aux épices. Donc le caramel aux épices que vous avez pu découvrir sur la table Jus Maison de Cuisine avec le jus qui est lié infusé de l'agneau. Donc qu'est-ce que le caramel d'épices? En fait, c'est tout simplement un vinaigre balsamique dans lequel on a infusé des épices et on fait une gastrique. Donc, c'est quelque chose de très traditionnel dans la cuisine française. Donc, on a notre caramel qu'on va vraiment bien faire caraméliser, presque au point de rupture du côté brûlé, vraiment pour amener un soupçon d'amertume. Et on va décuire ce caramel avec le vinaigre balsamique qui est infusé avec ces épices, un petit point d'ébullition et hop, c'est fini. Et ça nous donne, dans nos sauces, ça donne le petit goût d'ailleurs. Ici aussi, vous avez fait extrêmement attention à d'où venaient les produits. On applique le sourcing de la même manière. On retrouve ici l'huile d'olive. Si vous regardez bien, tous les produits de la manufacture, ils sont logotés bio. Ils travaillent eux-mêmes avec de super producteurs. Pour vous donner une idée, les citrons de menton, la crème de parmesan citron de menton, le créponné que l'on fait, ce sont les mêmes citrons. Donc c'est Monsieur Beau qui nous fournit les citrons. Donc pour moi, ça faisait sens véritablement de travailler avec Richard et Marina sur ce projet de Goût Bistrot, puisque je suis aussi le chef et parrain de la manufacture depuis 10 ans maintenant. Donc on se connaît très très bien. Ce qui est bien, c'est que, une fois qu'on a mangé dans votre restaurant, qu'on vous a vu avec votre tablier, on peut acheter le tablier. Exactement, puisque tous nos tabliers, ça c'est une manufacture française, c'est Alaskan Maker, qui nous fabrique donc tous les tabliers. Donc on change de couleur en fonction des saisons. Cette année, on est parti sur un petit côté mat, très naturel, un peu moins coloré que le précédent. On change de boutique? Allez, on y va. Enfin, de future boutique, parce que là, c'est la boutique en dur, elle existe, celle-là, et maintenant, on va aller voir les projets. On va aller voir les projets, on y va. Allez. Bonjour. Bonjour. Ça va bien et vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous J'ai attendez que le patron ouvre? j'ai oublié C'est pas toi la patronne? Je suis plus la patronne. C'est mignon, cette petite placette, là. C'est incroyable, c'est The Place to Be à Beaunieu. C'est The Place to Be? Pour moi, oui. Qu'est-ce que ça va être ici? Donc là, on voit, effectivement, il y a un ex-restaurant et ça va devenir un nouveau restaurant, c'est ça? Exactement, donc là, au moment où on se parle, on est en train d'en faire l'acquisition. Je vais y faire un bistrot. Donc c'est anciennement le fournil du village.
jusque dans les années 50-60, c'était le boulanger qui avait le four dans la salle de restaurant. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le Fournil, et demain ça va devenir Goût Bistrot, une histoire de sauce. Parce que la volonté première, c'était d'avoir une réflexion autour de la sauce, et ensuite on décline le plat avec la sauce. C'est ça. Donc, et là aussi, ça va être travaillé de la même manière qu'au restaurant gastronomique, donc avec des produits locaux, ce genre de choses-là, c'est ça? C'est exactement ça. On va prendre tous nos produits de base, on va dire tous les... Vous voyez, la volaille sera en local, on viendra y faire les légumes également en local, et le tout sublimé effectivement avec les sauces et condiments donc de la manufacture, etc. Donc c'est vraiment un joli croisement entre une cuisine, on va dire, locale et teintée d'exotisme au travers des produits qu'on va utiliser, tels que la crème de parmesan, la crème de basilic, avec une connotation méditerranéenne au sens large. Quels vont être les plats qu'on va trouver? Parce qu'effectivement, bistrot, ça sonne comme bistrot parisien. Oui. En Provence, on n'a pas tellement l'habitude de ce mot bistrot. Bah, détrompez-vous. En fait, le problème, c'est qu'on a beaucoup galvaudé le mot de bistrot. Ici, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Je vais vous donner. On va faire par exemple un croque-truite avec les truites de l'huile sur la sorgue, avec une mayonnaise au citron de Menton. Vous voyez, donc on va rester avec le local, avec la truite qui est la même qu'au restaurant gastronomique, mais ici travailler entre deux tranches de pain de mie bien croustillantes, une petite mousseline, le cœur de la truite qui sera juste cuit rosé, la petite mayonnaise, hop, et ça part comme ça. On aura également de jolies papardelles, donc un plat végétarien cuisiné ici avec une crème d'ail doux et à la truffe, quelques petits légumes. On va faire également des petites oreillettes ou des bugnes, vous voyez. Ça c'est hyper local. Mon grand-père m'en faisait, effectivement. Hein. Donc travailler ici avec une petite crème de chocolat spéculoos, quelques fraises. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On est à l'ombre des platanes. Voilà, juste profiter d'un moment, autant du déjeuner ou du dîner, et ensuite l'après-midi, une partie glacier où Goût Bistrot va se transformer en glacier avec une proposition de 15 glaces autour de 3 grands thèmes. Les glaces, les fruitières, les très très gourmandes et les grands classiques. Donc voilà, tout un programme. Je crois que vous voulez faire des coupes, c'est ça. En fait, c'est on va dire les grands classiques des coupes. Le banana split, la pêche melba, le café liégeois, la dame blanche, etc. Ça va être ce genre. Mais à votre sauce, puisque ça va s'appeler bistrot, sauce. C'est Goût Bistrot, une histoire de sauce. Donc voilà. on va même le décliner effectivement avec les glaces et des choses très gourmandes mais hyper bien faites. Vous voyez, la dame blanche, on va l'habiller avec une petite crème de chocolat au nougat de Montélimar. Le banana split, comme vous l'avez évoqué, ça va être une crème de chocolat spéculoos. On va faire l'estivale avec le sorbet abricot, une petite glace à la lavande et une petite confiture de framboise. Puis après, tout plein de petits toppings, des morceaux de cookies, de la chantilly, bien entendu. Enfin voilà, de quoi rendre une après-midi gourmande et joyeuse. On continue la balade? On y va, on continue. Et donc on arrive où là, Julien? Donc là, on va aller à la boulangerie. À la boulangerie? Exactement. Donc, c'est votre boulangerie? Alors le pain, en fait, pour moi, c'est une grande passion. Hein. Vous avez pu le voir à table. C'est quelque chose qui est éminemment important, puisque c'est la base de l'alimentation, tout simplement, et que j'ai toujours rêvé de pouvoir faire une boulangerie. Donc ça va être chose faite. Puisqu'il y avait un lieu qui était prédisposé dans le village, puisque c'est la boulangerie du village qui était à la vente. Je m'en suis porté acquéreur pour pouvoir y faire, au-delà de fabriquer nos pains pour l'ensemble des restaurants, va aussi servir de boulangerie du village, tout simplement. C'est ça, il faut dire que vous prenez la place de personne, c'est-à-dire que il n'y avait plus de boulangerie à Beaugneux, et donc vous allez ouvrir la boulangerie de Beaugneux. Exactement, on réouvre la boulangerie de Beaugneux, puisque je vous l'ai dit, la boulangerie est à vendre depuis 2 ans, il n'y avait personne qui se positionnait dessus.
et le lieu va se faire de cette manière-là. Donc on ne peut pas y rentrer malheureusement parce que c'est mon boulanger qui a les clés et qu'on est en plein de travaux. Donc là on a tout sorti pour simplement tout repeindre, tout nettoyer. Donc là le laboratoire est maintenant prêt à accueillir de nouveau le matériel. Et une fois, donc dès vendredi, on va pouvoir faire le transfert, remettre tout le matériel dans la boulangerie et commencer à réaménager l'espace de vente. Alors j'imagine que vous allez travailler de la même manière qu'au restaurant, qu'au bistrot, c'est-à-dire ultra bien, avec des farines éco-responsables, elles aussi, c'est ça ? Exactement, de superbes farines qui vont être sourcées avec des blés anciens, qui vont nous permettre de faire un pain plutôt faible en gluten, bien travaillé, et surtout avec une panification très lente, avec des pâtes faites la veille pour le lendemain, des panifications froides, donc on ne va pas du tout brusquer les pâtes, on va simplement faire notre travail comme le faisaient les anciens, avec du temps et beaucoup d'amour. Et puis il faut dire qu'au restaurant, vous avez toujours fait votre pain, donc c'est un peu la suite logique en fait. Oui, c'est, comme je vous l'ai dit, pour moi j'ai toujours eu le rêve de reprendre une boulangerie, de faire mon pain. Donc au restaurant, bien entendu que dès le départ on a fabriqué tous nos pains. Et là aujourd'hui on va le faire à une plus grande échelle et surtout en faire profiter le plus grand nombre, puisque ce sera la boulangerie du village. Donc on va garder une gamme de prix hyper accessible, comme toute boulangerie aujourd'hui, mais avec du pain très bien fait, et nourrissant et juste. Julien, je vous propose, on va retourner au restaurant, on va s'installer pour finir le reportage et puis parler un petit peu du futur et un peu de la transmission aussi, parce que vous avez une équipe très jeune avec vous et je vous propose qu'on en parle. Avec plaisir, on y va. Voilà, on s'est réinstallé. On est revenu au restaurant, effectivement, après donc le bistrot, la boulangerie, la glacerie aussi, plus voilà ce beau restaurant gastronomique qui s'appelle Jus Maison de Cuisine à Beaugneux. On entend les voitures qui passent, parce qu'effectivement, il y a une route principale, on va dire, dans Beaugneux. C'est la rue du village. Et c'est la rue du village, en fait. C'est un restaurant de village. C'est ça, c'est un restaurant de village. Et là, vous venez de me servir un petit café qui est déjà très très bon. Et en plus, vous m'avez dit, c'est un torréfacteur qui est local lui aussi. Exactement, il est à Beaugneux, ça s'appelle One Roasted. Il est installé depuis 3-4 mois sur Beaugneux. Et il fait un café, il nous fait un café qui est extrêmement bien sourcé et qui le torréfie de manière très très douce. Donc on a beaucoup de fraîcheur, une belle acidité. Nous on l'extrait pas trop fort en plus, ce qui nous permet de garder beaucoup de fraîcheur et beaucoup de vivacité sur ce café que je trouve très équilibré. Il nous vient du Guatemala. En tout cas, il est très très bon. On va parler, alors, si vous le voulez bien, pour terminer effectivement ce reportage, du futur. C'est-à-dire que le futur aussi bien du lieu, ça effectivement, on l'a vu en fait le futur. C'est ce que vous allez développer. Ici, vous êtes depuis 1 an, vous avez déjà, voilà, en même pas 1 an, hop, étoile Michelin, ça on l'a dit. Donc déjà, bravo pour tout ça. Mais je voulais aussi parler effectivement de votre équipe et parler un petit peu de transmission. La plupart des gens de votre équipe, ils ont quoi ? Ils ont tous moins de 25 ans à peu près, ou entre 25 et 30, grand maximum, c'est ça ? Le plus vieux, en fait. Alors, il y a 2 choses. Il y a effectivement les jeunes qui m'accompagnent depuis le début de l'aventure. Qui eux ont moins de 25 ans. Je pense à Baptiste, mon sous-chef, je pense à Robin qui a 24 ans, mon chef pâtissier. Il y a également Tom qui est chef de partie qui a 25 ans. Il y a Mathis qui est mon responsable de salle, qui s'occupe des vins également, il a 23 ans. Il fait ça avec beaucoup de délicatesse comme chacun d'entre nous. Une équipe de jeunes apprentis aussi. Et puis d'autres personnes un peu plus âgées, je pense notamment à Nathalie, qui est aujourd'hui chef de rang chez Jus Maison de Cuisine au gastronomique, et qui est une reconversion professionnelle. Donc on peut dire que c'est une femme, même une femme d'une 40aine d'années qui nous a rejoint en septembre 2024 et qui, dans le cadre de sa reconversion, fait ça de manière admirable. Il met beaucoup d'attention, beaucoup de bienveillance dans les valeurs en fait de Jus Maison de Cuisine. Et je pense que c'est aussi ça aujourd'hui. L'hôtellerie-restauration, c'est un métier qui est ouvert au plus grand nombre et qui comment dirais-je,
il n'y a pas besoin de sortir du sérail, il n'y a pas besoin d'être passé dans de grandes maisons pour être bon. Il faut simplement y mettre du cœur et être patient. Qu'est-ce que vous avez l'impression, vous, de transmettre, hormis des recettes, mais comme disait Alain Chapelle, la cuisine, c'est bien plus que des recettes, quoi. En fait, le restaurant, je l'ai fondé autour de 5 valeurs. Et ces valeurs-là, elles sont ancrées en moi. Elles sont bien entendu ensuite l'image même du restaurant. Je vais vous les nommer, hein. La première, c'est la bienveillance. Alors c'est quelque chose que l'on entend partout aujourd'hui, mais la bienveillance envers les équipes, envers les collaborateurs, envers les producteurs. Vous avez vécu l'expérience à table. Pas un bruit, c'est calme, tout le monde est joyeux de travailler ici. J'imagine que c'est dur comme dans n'importe quel métier, et particulièrement dans le métier de la restauration. Mais en tout cas, la difficulté ne se voit pas et tout le monde a l'air de bien s'entendre. Et surtout, on ne vous entend jamais. Il n'y a même pas un « oui chef » Tout se fait dans la douceur, quoi. Non, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Alors après, c'est ma vision des choses. Moi, je ne sais pas leur parler de poésie. Vous avez vu, on a parlé de musique, on a parlé d'histoire, on a parlé de souvenirs d'enfance. Mes souvenirs, ils se sont faits avec beaucoup d'amour autour de moi, et comment je peux transmettre ça auprès de mes clients et de mes équipes si je parle en criant ou en hurlant. Ça ne fonctionne pas. On ne peut plus faire exister cette image aujourd'hui du chef qui va crier. Je veux dire, c'est inconcevable, quoi. Non, effectivement, c'est inconcevable aujourd'hui d'avoir cette image d'un chef qui est en train d'hurler, d'éructer sur son personnel. Il y a peut-être de la pression de temps en temps, mais toujours avec beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance. Un s'il vous plaît, un merci, ça prend pas de temps et ça adoucit tellement. Donc vous me disiez, donc bienveillance, premier pilier, ensuite éco-responsabilité, ça vous l'avez vu dans tout ce qu'on entreprend. Le troisième, c'est être vertueux. Donc ça rejoint la bienveillance et l'éco-responsabilité. Le quatrième, c'est la simplicité. La simplicité dans les rapports qu'on a déjà avec nos équipes, qu'on a aussi avec les clients. On a beaucoup de proximité. Un service, on va dire, un service jovial, léger, pas obséquieux pour dessous, et au service d'une seule chose, la créativité. La créativité que l'on retrouve tout simplement dans la cuisine. Justement, il y a la personne qui s'occupe de vous sortir les poubelles qui vient de le faire. Si on n'a pas parlé d'anti-gaspi, comment est-ce que vous l'envisagez, cet anti-gaspi, qui est aussi un mot à la mode comme le mot bienveillance, mais c'est important aujourd'hui. L'anti-gaspi, c'est simple, si on valorise tout. C'est pour ça que chez Jus Maison de Cuisine, on achète nos agneaux entiers. Plutôt que de demander à notre producteur 50 carrés d'agneau et qu'il faille abattre 100 agneaux pour avoir 50 carrés d'agneau et servir nos clients à la semaine, eh ben on va travailler que 6 agneaux. Et on valorise, d'abord le producteur s'y retrouve parce qu'il ne se retrouve pas avec des pièces invendues, des morceaux invendus. Et nous, on peut raconter une histoire de cuisine qui est singulière puisqu'on va valoriser l'intégralité des morceaux et créer autant de recettes avec. Ça va partir du bois d'usinage de notre mobilier que l'on a conservé pour faire nos fumaisons. Ça part aussi le fait de ne pas travailler d'eau minérale à table, pour ne pas avoir du verre perdu. On va travailler avec de l'eau microfiltrée. On va fabriquer notre propre Coca-Cola. On va fabriquer nos propres limonades, nos propres sirops. Enfin, tout ça, pour moi, c'est cette notion d'anti-gaspi, d'éco-responsabilité et de bien faire, tout simplement. Restaurant gastronomique, épicerie, boulangerie, bistrot, glacier, le chef Julien Ayano a développé un véritable écosystème vertueux, pensé comme un prolongement de sa cuisine et de son lien au territoire, du champ jusqu'au cœur du village le plus étoilé d'Europe. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter ce podcast et à le partager autour de vous. Les deux mains sur la table, un podcast en immersion par Frédéric Hou.